Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec mon ami Jérôme Neff. Je suis Julien Delbove, on lance un tout nouveau concept de podcast qui va s'appeler Podium. Donc le but de ce podium, c'est de prendre 3 news de l'actualité, d'en faire un classement, un podium de la 3e à la 1re place, et justement de discuter qu'est-ce que ces news digitales ont à voir avec les petites et moyennes entreprises et en quoi ça les impacte. Ce sera un rendez-vous qui sera hebdomadaire, qui dure à peu près entre 10 et 15 minutes en fonction si Jérôme et moi parlons beaucoup. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier article aujourd'hui qu'on a vu passer assez récemment, qui a fait pas mal de buzz, notamment sur LinkedIn, qui est un article d'un certain Bob Hoffman, que j'ai ici devant les yeux, qui s'appelle The Programmatic Poop Funnel. Et donc, en gros, cet article, qui est un peu à charge de tout ce qui est display programmatique, pour rappel, le programmatique, pour vous donner un exemple très facile et très objectif, vous allez sur un site de news. Vous naviguez, vous cliquez sur différents articles et vous avez ces bannières publicitaires en haut, en bas, sur le côté. Ça, c'est du display, qu'on appelle aussi display programmatique. Et donc, il y a eu beaucoup de buzz autour de cet article, puisque cet article montre, comme il s'appelle, le poop funnel. Donc, c'est une espèce de funnel où il dit, pour $1 qui est dépensé en programmatique, finalement, quel pourcentage de ce dollar est actuellement vu par des humains. Et c'était assez frappant. Donc, il donne le détail ici que je vais vous donner tout de suite. Il dit sur $1 de départ, 7 centimes vont à l'agence, parce qu'il faut savoir, sur le display programmatique, l'agence média qui fait vos campagnes prend un pourcentage sur le média que vous dépensez. C'est-à-dire qu'il reste 93 centimes. Sur ces 93 centimes, 27 centimes vont à la technologie et au targeting. Pour faire des campagnes display, vous devez passer avec des outils qui s'appellent des DSP. C'est des outils qui vont vous permettre de justement faire ces publicités display sur des sites. Et ces outils, vous avez besoin d'acheter des audiences, d'acheter du targeting, c'est-à-dire vous voulez cibler les hommes, les femmes de tel âge avec tel intérêt, vous devez l'acheter, cette donnée. Donc 27 cents en moins, ce qui nous laisse 66 centimes. Sur ces 66 centimes, il y a encore des frais qui partent à gauche à droite, que Bob Hoffman appelle unknown delta. Ce qui veut dire que finalement, sur ces $1 de départ, on n'a même pas encore commencé les pubs, il nous reste que 51 cents. Ensuite, il faut retirer à ça 30% de ce qu'on appelle des bannières unviewable, c'est-à-dire des bannières qui sont chargées, qui sont facturées, mais que aucun humain, aucun utilisateur ne voit. Je vous donne un exemple. Vous avez un banner qui se charge en bas de page. Si vous ne scrollez pas jusqu'en bas pour le voir, vous allez être facturé cette impression, parce que le banner s'est affiché, mais personne ne l'aura vu. Donc on compte un petit peu 30% pour ça. Ce qui nous amène à 36 centimes, duquel il retire encore 20% pour tout ce qu'il appelle voler. Donc effectivement, l'ad fraud, ça touche beaucoup le display, ce qu'on appelle l'ad fraud, donc des bots qui vont cliquer sur vos pubs, des faux sites qui vont afficher vos pubs pour voler de l'argent finalement, ce qui arrive à une base de 29 centimes. Et sur cette base de 29 centimes restant de notre dollar de départ, il y a seulement 9% de ces bannières qui seront réellement vues par des humains avec au moins une seconde d'attention. On a déjà tous eu le cas, on va sur un site de news, on sait qu'il y a plein de bannières, on scrolle, on n'y fait pas attention, on s'en fout. Et donc, il compte une moyenne de 9% qui sont actuellement vus. Donc, si on fait justement cette cascade depuis le $1 et qu'on retire tous ces fees, tous ces frais, on arrive finalement à 3 centimes qui sont 3 centimes de ce dollar qui sont actuellement vu par des vrais humains. Donc c'était assez frappant ce rapport, et l'article a beaucoup tourné suite à ça, parce que bon, quand on se dit voilà, je dépense $1 et finalement si on met $1, il y a 3 centimes qui vont vraiment servir à montrer des pubs à des vrais humains, on n'est pas très content et on remet beaucoup de choses en question. Et donc c'est assez frappant. Ça, c'est pour le display. On n'a pas les données pour les réseaux sociaux et autres, mais voilà. Nous, personnellement, moi, je suis pas un fan de display. Je le dis souvent à nos clients et je le dis souvent sur LinkedIn aussi. Je suis pas un grand fan de display parce qu'il y a tellement de fraude, et c'est quelque chose que les agences médias aiment bien vendre parce que effectivement, ils prennent des commissions, ils facturent la tech, ils facturent les audiences, donc c'est quelque chose de rentable. Mais finalement, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien? Moi, je suis pas convaincu entièrement. Et c'est le but de ce podcast, c'est voir un petit peu finalement en quoi ça concerne les PME. On a justement posé la question à Julien. Ici, de ce que j'entends est l'article, et on le mettra dans les commentaires, comme ça vous l'aurez aussi. Est-ce que ça veut dire qu'une PME qui investit dans du display est d'office perdante, ou est-ce qu'il y a quand même des manières, voilà, d'un petit peu guider les clients en leur disant sur certains formats, sachez qu'il y a quand même une bonne partie d'argent qui sera dépensée pour des choses que vous ne verrez pas, donc l'efficacité elle sera pas effective à 100%. Est-ce que c'est une bataille qui est perdue d'avance? Est-ce que c'est uniquement du display? Alors, tu mentionnais les réseaux sociaux. Alors, je reprendrai le point juste après, mais il y a effectivement certains formats réseaux sociaux
qui peuvent prêter à confusion parce qu'on n'est pas sûr de l'endroit où ça arrive effectivement dans tout ce qui est dans d'autres formats. Donc pour des PME, quel peut être l'impact? Est-ce que ça veut dire que sur 100% du budget, elle brûle une partie de l'argent? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Quel est ton avis par rapport à ça? Effectivement, il y a toujours une partie du budget qui est perdue sur le display. Donc moi, ce que je conseillerais, si vous êtes une PME et que vous vous lancez dans le digital, ne faites pas de display. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire qui sont bien plus importantes et qui vont fonctionner bien mieux au départ que de faire des campagnes display. Et on a souvent des clients qui viennent vers nous en disant, tiens, l'agence nous a proposé une campagne à 5 ou 10 000 euros en display pour toucher telle super audience de gens qui sont en phase prêts à acheter une voiture neuve. Non, il faut pas croire au mirage, ça ne fonctionne plus. Donc moi, je vous dirais, si vous avez un budget à dépenser, faites du contenu. Soyez sûr que votre site soit super. Faites des réseaux sociaux, soyez présents. Faites de l'email marketing, faites des campagnes Google Search pour commencer. Vous pouvez commencer avec les campagnes d'acquisition en réseaux sociaux. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avant de faire le display. Je dirais, le display, laissez-le aux grosses boîtes. Je vous donne un exemple. Je suis une grosse marque de voitures. Je lance mon nouveau modèle. Je fais de la pub partout. TV, radio, YouTube, Search. Je fais des articles partout. Je fais du PR. Et bien là, faire une grosse campagne display on top, je trouve ça intéressant parce que ça permet de toucher des gens à différents endroits. Et à ce moment-là, on sait qu'on aura du waste, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'awareness et ça rajoute une petite couche en plus. Mais quand on a un petit budget et qu'on doit vraiment aller à la performance, je dirais, laissez le display de côté. C'est plein de fraude. C'est quelque chose que les agences aiment bien vendre puisque ça leur apporte des sous, mais c'est pas dans votre intérêt. Donc je dirais en tant que PME, faites d'abord autre chose avant de faire du display. C'est sur ce point-là que je finirai, sur cette partie qui était super intéressante. Juste une question alors pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est lié au format en tant que tel qui a été trop utilisé, qui a été affiché dans tous les sens? C'est une lassitude des gens? C'est quoi? C'est irrémédiable? Ou alors tu te dis, OK, c'est juste quand on a un plan média qui est global, ça peut faire du sens. C'est vraiment déconseillé pour tout le monde? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 10 ans, c'était top, puisque quand on prend un exemple d'il y a 10 ans, les gens qui allaient sur Internet, la majorité de leur temps, ils passaient sur des sites de news, à lire des news. Maintenant, les gens au jour d'aujourd'hui, ils passent la majorité de leur temps sur des réseaux sociaux. Et regardez vous-même sur une journée, combien de temps vous allez lire des articles de news ou vous allez sur des sites sur lesquels vous êtes susceptible de voir des bannières, et combien de temps vous passez sur LinkedIn, vous passez sur Facebook, sur TikTok, sur Internet pour travailler, vous passez beaucoup moins de temps sur ces sites de news. Et donc, ça fait beaucoup déjà moins sens aujourd'hui puisque les gens passent plus leur temps sur ce genre de site. Et puis, ça a été, comme tu le dis, un petit peu galvaudé aussi. Quand vous arrivez, ça nous est tous déjà arrivé, on arrive sur une page, on a notre petit article au milieu et puis il y a 45 bannières à gauche et à droite avec 10 fois la même pub, ça ne fait aucun sens. Et donc honnêtement, je dirais laissez ça aux gros acteurs. Et si vous voulez absolument faire du display, alors je vous conseillerais de faire quelque chose, c'est-à-dire de ne pas travailler en ce qu'on appelle le run-off network, c'est-à-dire travailler sur tout l'inventaire qui est mis à disposition, mais plutôt de sélectionner et de faire ce qu'on appelle une whitelist, donc de sélectionner des sites ou des domaines sur lesquels vous avez un intérêt à vous afficher de manière contextuelle. Je vais donner un exemple très simple et très compréhensible. Imaginez que vous êtes un vendeur de voitures et il y a le site du salon de l'auto. Et bien là, ça va faire sens pour vous de mettre vos publicités sur le site du salon de l'auto puisque vous êtes dans le même contexte. Les gens recherchent des informations sur le salon, sur les voitures, vous affichez votre pub de voiture, ça fait sens. Donc je dirais privilégier les deals en direct avec les sites, des sites que vous connaissez, des gros sites de news, des gros sites où vous savez que le trafic qui va sur ce site est dans votre contexte. Je dirais orientez-vous vers ça. Mais oubliez de faire tourner une pub à 5 ou 10 000 euros sur une audience que soi-disant Google vous donne ou que votre agence vous donne. Laissez tomber. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec votre budget média en termes de performance. Ok, top. Après ce premier article, je te propose un deuxième article que j'ai lu sur le site de John Loomer, alors qui est plus au niveau des réseaux sociaux. Donc, si vous connaissez pas John Loomer, et on vous donnera le lien aussi dans les commentaires, c'est un des pontes de tout ce qui est Facebook advertising. Alors, vous en avez une autre personne, je pense que je la citerai les prochaines fois, Bram van der Haal, qui est aussi hyper actif et que tu as certainement vu aussi sur LinkedIn. Ouais, très actif sur LinkedIn, il poste toujours des super trucs. Voilà, et sur Insta aussi, donc c'est pas mal. Donc on verra au niveau des différenciations qui sont portées ici dedans. Mais donc John Loomer, c'est une personne que je suis sur sa plateforme. J'ai un abonnement que je paye tous les mois, et c'est 15 € qui sont vraiment honnêtement très bien investis pour un petit peu des masterclass au niveau des Facebook Ads ou du contexte plus global, mais c'est vraiment un focus sur tout ce qui est Facebook. Et donc ici, il présente un petit peu les nouveautés. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de Facebook, pour le moment, ça bouge pas mal. Ça a changé de nom avec Meta. Ça change pas mal aussi au niveau des structures entre la suite business, entre le business manager
Il y a pas mal de choses qui ont changé dans l'interface. Et le gros changement à venir, alors moi je l'ai pas encore sur les comptes que je gère malheureusement, mais j'espère que ça va arriver, va être implémenté ce qu'on appelle ODAX. Donc ODAX, c'est l'acronyme un petit peu barbare pour Outcome Driven Ad Experience, et donc dit dans la langue française, c'est une simplification drastique ou une simplification des objectifs publicitaires dans Facebook. Donc quand on va faire une campagne, que ce soit dans Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, on passe généralement par les mêmes étapes. Et c'est peut-être la même chose pour Google, mais ça, t'es plus spécialiste que moi pour le dire. Le premier temps d'une campagne, c'est vraiment sélectionner son objectif. Et puis, on a 2 autres étapes qui arrivent ici dedans. Mais donc, ce premier point, Facebook proposait jusqu'il y a peu, et continue à le proposer, mais va simplifier les choses. On était sur 11 campagnes possibles, donc 11 objectifs différents qui étaient eux-mêmes dans 3 grandes familles, donc des parties de notoriété, de considération et de conversion. Ce qu'on va appeler un funnel de conversion. Donc, une chose assez basique en termes de marketing. Et donc, on choisissait sa famille d'objectifs et dedans, on avait des sous-objectifs. La totalité était égale à 11. Maintenant, Facebook décide de simplifier grandement les choses et de ne se concentrer plus que sur 6 grands objectifs qui sont de la notoriété, du trafic, de l'engagement, de l'installation d'applications, des leads et des sales. On mettra aussi un screenshot des changements qui sont à venir. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir de quelle manière Facebook ou les plateformes sociales trouvent un équilibre entre le côté technique et le côté création. Et pour le moment, avec ce que je vois, et tu me dis si je me trompe, Julien, j'ai l'impression que la technique est un petit peu mise de côté au profit de la créativité, au profit du contenu, et tu l'as déjà mentionné dans des podcasts précédents, on en a déjà parlé avant, le contenu est vraiment hyper important au niveau des plateformes. Facebook prétend, ou en tout cas vous pousse dans une certaine logique, à lui mettre un minimum de contraintes, lui mettre par contre certaines variations au niveau des textes, au niveau des images, au niveau du contenu, et lui-même, de par l'intelligence artificielle, de par toutes les datas qu'il a pu agréger au fur et à mesure des années, va être capable de trouver, dans un ensemble qui est large, de trouver les personnes qui sont intéressées par le contenu A, le contenu B, le contenu C, qui sont eux-mêmes déjà des contenus discriminants. Donc, c'est des choses qui sont à venir. On a de plus en plus d'outils qui vont aller dans ce sens-là. Donc, l'évolution est intéressante, mais pour tout à chacun qui fait des publicités, ça permet en tout cas de rationaliser les choses et de se poser des questions qui sont peut-être moins tarabiscotées que ce qu'on avait avant, mais en tout cas, c'est une simplification qui, je pense, est la bienvenue pour toute entreprise. Et est-ce que tu penses pas justement qu'ils font ça dans un point de vue donc cette simplification, de se dire, on va donner la possibilité à monsieur et madame tout le monde de faire ses publicités de manière plus facile, sans devoir nécessairement passer par une agence parce que c'est compliqué? Est-ce que c'est pas pour rendre ça un petit peu plus accessible à tout le monde? Et donc, de fait, si c'est plus accessible, eh bien, plus de gens feront de la pub sur Facebook. Ça pourrait. Il y a déjà des modules qui existent pour générer automatiquement des publicités pour toi. Donc, Facebook est déjà capable de se dire, par rapport à ton site, par rapport à ton produit, il est capable lui-même de générer du texte. Bon, après, c'est pas toujours hyper qualitatif, mais ça te montre effectivement de quelle manière tu pourrais avoir en fait 2 niveaux dans tes campagnes de pub. Un niveau qui est destiné à tout le monde, qui veut faire de la publicité. On te met des options qui sont simples. Plutôt que de dire, c'est un peu comme un menu. Si tu as trop d'options dans le menu, à un moment, tu vas te perdre dans toutes les options. Si par contre, c'est restreint et ça a l'air simple, tu vas dire, OK, je choisis la case numéro 1, je mets mon texte, je fais ci et j'ai lancé ma campagne de publicité. Après, interviendra toujours, j'espère, la valeur ajoutée d'experts sur les campagnes de pub pour te dire, mais par rapport à tout ce qui a été mis en place, même si c'est fait par un chemin qui est plus basique ou qui est plus direct, ben voilà, il y a quand même certaines optimisations à faire, il y a certaines choses à changer, à modifier, mais je pense effectivement que l'idée est de donner l'impression que les choses sont simples. En donnant une idée de simplification, t'amènes plus de gens à faire de la publicité. Si quand tout face à 25 options, bah tu vas dire, OK, honnêtement, c'est pas pour moi, je vais faire appel à quelqu'un d'autre. Et justement, je te pose la question à l'inverse, en tant que professionnel, est-ce que le fait que tout ça soit simplifié, toi, tu ne perds pas des options de ciblage que tu aimais ou avec lesquelles tu avais l'habitude et que finalement, tu aies moins de leviers, moins d'options pour toi en tant que professionnel? Est-ce que ça ne te bride pas? Est-ce que toi aussi, ça te simplifie la vie dans ta gestion journalière? Oui, c'est un challenge intellectuel qui est intéressant. Plutôt que de dire dans l'idée qu'on avait avant, c'était de créer des cases en disant, OK, j'ai le ciblage numéro 1 qui correspond à tel profil, tel persona. J'avais le ciblage numéro 2 qui correspondait à tel profil, tel persona. Et donc, on empilait les différentes couches en disant, ben voilà, par rapport à mon briefing, ou pour une PME qui voudrait faire la communication, on a identifié 4 cibles. Je vais créer 4 buckets différents. Donc, 4 targeting différents, targeting 1, 2, 3 ou 4 qui reprennent des éléments qui correspondent à ces profils. C'est pas faux. Par contre, ce que préfère Facebook, c'est de se dire, donnez-moi un ensemble qui est large,
qui est par exemple toutes les personnes de 25 à 60 ans, qui inclut votre 4 personas, mais plutôt que d'avoir créé le persona 1, 2, 3, 4, vous m'en donnez un seul. Par rapport à ça, faites-moi confiance, les 4 contenus que vous me donnez, je vais être capable de les attribuer au persona 1, 2, 3 et 4 que vous auriez identifié. Donc plutôt de créer des contraintes pour Facebook. Facebook, part du principe du guide éclairé, j'ai suffisamment de connaissances, je connais suffisamment de choses pour vous dire que ce contenu, vous me parliez d'une voiture pour des voitures rouges, jaunes, bleues et vertes, je vais être capable d'attribuer les voitures des 4 couleurs aux bonnes personnes. Ou vous avez des articles qui sont pour les hommes, qui sont pour les femmes, avec un ciblage qui est global. Vous faites aucune différenciation au niveau du genre. Facebook devrait être capable d'attribuer le contenu homme aux hommes, le contenu femme aux femmes. Donc il y a quand même à ce niveau-là une bonne simplification, et tant mieux. Après, c'est toujours un petit peu le problème qu'on a avec les outils. Jusqu'à quel point on leur fait confiance, jusqu'à quel point par rapport à la théorie, au niveau pratique, j'accepte de prendre le risque que Facebook va travailler tout seul comme un grand et va attribuer les bons profils, en tout cas les bons contenus aux bons profils. Mais donc au niveau création de campagne, ça simplifie la donne. Là où avant tu créais des briefings de dingue avec 22 cellules dans un Excel, ici tu peux dire ok, j'en ai qu'une seule. Et donc même en termes de lecture de résultats, c'est quand même a priori plus facile. Mais donc, tout dépend de la complexité que tu veux amener et pourquoi tu veux amener de la complexité dans tes campagnes. C'est ça. Et comme tu dis, je pense que cette simplification, elle va permettre justement de remettre le focus un peu moins sur la technique et la prise de tête de briefing et peut-être un peu plus sur la partie créa et la partie est-ce que mes audiences répondent à mes créas, est-ce que j'ai un bon fit avec ça. Et donc, si on pouvait résumer tout ça en une phrase, en quoi ça concerne les PME et qu'est-ce que les PME doivent retenir de cet article? Je dirais, continuez à faire des publicités. Par contre, mettez pour le moment un accent plus grand sur le contenu, sur les variations de contenu, plutôt que vous prendre la tête sur du ciblage. Ici, c'est vraiment de se dire, et Facebook le pousse aussi, de temps en temps, il va vous dire, j'ai besoin de nouvelles créas, j'ai besoin de nouveaux visuels pour continuer à alimenter mon audience. Et donc, c'est plus dans ce sens-là qu'on est poussé pour le moment, même s'il y a toutes des parties techniques qui restent et qui sont importantes, qui sont primordiales. Mais ici, c'est vraiment de rester sur des ensembles qui sont larges, de pas se prendre la tête avec ce que je disais 22 cellules dans un Excel, mais plutôt de mettre l'accent sur le contenu, sur du texte, sur des visuels qui soient différents pour alimenter vos campagnes tout au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment ça qui est, je pense, le plus important pour les PME actuellement. Top. Eh bien, ça me permet d'embrayer sur le dernier article de ce top 3 de ce podium d'aujourd'hui. Un article qui rejoint un peu nos deux mondes, Jérôme, c'est-à-dire le monde Google et le monde réseaux sociaux. Donc, cet article, c'est un article qui est paru sur le site Search Engine Journal, qui est un site qui est super pour tout ce qui est marketing digital. Et donc, le titre de cet article est le suivant. Je vous le fais en français. Google perd sa place de domaine numéro 1 vis-à-vis de TikTok. Donc, TikTok a surpassé Google en termes de volume. Et donc, c'est vraiment incroyable. Bon, voilà, tout le monde le savait. Google était quand on dit google.com, c'est Google et tous ses domaines. D'accord? Donc, c'est l'écosystème Google. Eh bien, TikTok est passé devant en termes de volume. Donc, ici, ils nous donnent la liste complète qu'ils ont fait en fin 2021. Avec dans le top 5, on a TikTok, suivi de google.com, facebook.com, microsoft.com et apple.com. Amazon arrive en 6e position, suivi de Netflix, YouTube, Twitter et finalement WhatsApp. Donc c'est assez impressionnant. On a vu la montée en puissance de TikTok. T'es bien placé pour le savoir. Je pense que ça a été boosté avec le confinement. Cette plateforme a vraiment explosé et maintenant elle a un volume journalier qui est supérieur à Google, alors que Google a été toujours l'indétrônable. Et bien maintenant une petite application où on fait des danses, c'est un peu toujours comme ça qu'on voit TikTok, et bien est capable de surpasser le mastodonte de Google en termes de volume. Mais ce que tu disais ici, toi justement, est intéressant. Voilà, cette application de danse ou qui est perçue comme telle. Il y a d'autres choses aussi qui se passent dedans et on pourra reprendre d'autres podcasts pour l'évoquer un petit peu plus en détail. Mais en termes de volume, c'est une plateforme qui est hyper dynamique avec un algorithme qui est absolument dingue. Donc c'est une plateforme sur laquelle on peut passer pas mal de temps et sur laquelle on voit justement l'algorithme qui va se mettre à jour. Par contre, pour les PME, je pense que ça reste une grande inconnue de se dire voilà, j'ai quelque chose qui est là. Ça a l'air de faire un volume de dingue. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux communiquer sur cette plateforme? Et donc l'approche c'est peut-être pas la même. En tout cas, la disruption que ça peut amener n'est pas la même qu'avec Facebook. Facebook, on voyait les choses beaucoup plus facilement. TikTok, ça reste une grande nébuleuse en tout cas pour les entreprises. Pour des personnes, voilà, il y a pas mal de gens qui vont le regarder, qui vont checker un petit peu du contenu parce que ça les intéresse. Par contre, pour des PME, honnêtement, je pense que c'est un gros challenge en 2022 de se dire, voilà, quelle est la valeur ajoutée que je puisse avoir sur la plateforme? Qu'est-ce que je peux créer là-dessus?
sachant que ça représente un volume de dingue? Et est-ce que nécessairement je dois être présent sur cette plateforme? C'est quand même une question importante à se poser aussi. C'est ça, et c'est ma question pour toi ici. En tant que PME, qu'est-ce que je dois retenir de ça? Donc TikTok surpasse Google. Est-ce que ça veut dire que je dois me placer sur TikTok, donc c'est-à-dire me créer un compte TikTok et produire du contenu organique, ou est-ce qu'à terme je dois l'utiliser aussi pour les publicités? Parce qu'on le dit souvent, que TikTok c'est un peu le Facebook d'il y a 10 ans en termes de reach, c'est-à-dire que quand tu poses du contenu organique sur TikTok, eh bien tu vas pouvoir avoir une grande visibilité sur tes contenus sans payer. Donc au niveau PME pour toi, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui pour une PME de se mettre sur TikTok, ne fût-ce que commencer avec de l'organique? C'est compliqué. Et donc, je dis c'est compliqué aussi bien pour des PME, pour des grosses entreprises. La tentation qu'on peut avoir, c'est effectivement la tentation du nombre. Comme tu l'as dit ici dedans, TikTok surpasse Google. C'est déjà une information qui est majeure. Toi, on pensait pas que ça puisse arriver un jour, ou en tout cas aussi rapidement. La preuve, c'est une espèce de tsunami TikTok qui passe ici à travers tout. Et donc, le plus gros enjeu sur TikTok, c'est vraiment de respecter les codes de la plateforme. Et donc, c'est pas juste se dire, voilà, c'est hyper populaire, je vais créer du contenu et ça va cartonner. Ça serait aussi simple, tout le monde le ferait. Il y a quand même une certaine attente, certains codes à respecter quand on est sur la plateforme, que ce soit en contenu organique et quand c'est pour de la publicité. Donc ici, dans TikTok, tout le monde peut faire maintenant de la publicité. Vous avez une plateforme publicitaire qui permet de faire de la pub. Donc, vous n'êtes pas passé par une régie ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous-même, en tant que marque, créer votre compte publicitaire sur TikTok, aller acheter votre campagne de pub, tout en n'ayant, par exemple, aucun compte TikTok. Et ça, c'est un gros avantage. C'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte TikTok pour faire de la publicité. Ce qui est quand même, entre guillemets, pas mal à noter pour des PME et pour n'importe quelle entreprise. Ça peut déjà, en tout cas, vous épargner la création de contenu. Mais même des grosses boîtes qui ont fait récemment de la publicité sur TikTok, le contenu qui a été proposé, il tombait un petit peu comme un cheveu au milieu de la soupe. C'était du TikTok, mais sans être du TikTok. On essaie de faire comme, et pourtant c'est pas la même chose. C'est un petit peu comme les parents cool qui essayent d'être aussi cool que leurs enfants. C'est pas parce que vous portez les mêmes marques que vous êtes aussi cool que vos enfants. Donc c'est toujours un petit peu le côté qui est compliqué. Et donc je dirais c'est vraiment par rapport à TikTok de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre à travers la plateforme. Est-ce qu'on est légitime à le faire? Est-ce qu'on n'a pas mieux faire d'engager quelqu'un, de faire une collaboration avec un TikToker quelconque pour créer du contenu? Justement, c'était ça ma prochaine question pour toi, Jérôme. C'est est-ce que pour les PME qui se lancent ou qui se lanceraient sur TikTok, est-ce qu'elles n'auraient pas tout intérêt à plutôt faire des partenariats avec des créateurs de contenu sur la plateforme qui connaissent les codes et qui connaissent la plateforme plutôt que, c'est toujours la blague qu'on fait un peu, demander à votre CEO de danser sur TikTok pour votre marque. Et donc, est-ce que ça vaudrait pas la peine justement de leur conseiller de passer par ces créateurs de contenu? Ça peut, mais de nouveau, toi, quelle est la finalité, quelle est la temporalité que tu vas amener? Si c'est pour une opération particulière, tant mieux. Sinon, c'est comme si tu engageais une personne qui crée ton contenu à l'année. Et donc ça, c'est soit tu as un social media manager qui le fait pour toi, ou un community manager, peu importe le nom. Donc effectivement, c'est est-ce que tu veux faire un stunt à un moment ou l'autre? Est-ce que tu veux faire une opération? Ou est-ce que tu veux être présent à long terme? C'est un petit peu, tu vois, les questions qui sont à la base de tout. Mais donc TikTok, pour reprendre le point de ta question, je pense que ça reste compliqué pour tout le monde et pas seulement pour les PME. C'est hyper attractif au niveau du chiffre. Par contre, c'est hyper compliqué d'être pertinent et d'être perçu de manière positive par la communauté plutôt que d'être une entreprise qui a voulu faire comme tout le monde et qui a voulu venir là où tout le monde est pour des mauvaises raisons. Oui, tout à fait. On pourrait faire un peu le parallèle avec les NFT dont on parle beaucoup maintenant. Tout le monde veut faire son NFT, se lancer dans le NFT, et puis les marques ne respectent pas les codes et ça tourne à rien. Donc c'est effectivement, je pense que je partirais sur le même warning. C'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Donc effectivement, on peut aller toucher le public cible. Par contre, il faut faire gaffe, il faut respecter les codes et pas faire n'importe quoi ou essayer de faire de l'Instagram dans TikTok ou de faire du Facebook dans TikTok. Là, ça va se planter complet. Il faut vraiment pas le faire. Donc, on peut prendre plusieurs buzzwords, hein, des mots un petit peu qui vont faire l'actualité. On peut prendre TikTok, NFT et Metaverse. Et je pense que là, on a notre podium ici des sujets sur lesquels on va peut-être revenir tout au long des podcasts. Mais on n'a pas fini d'en entendre parler, en tout cas en 2022. Ouais, ce sera une grosse plateforme encore en 2022 dont on va sûrement beaucoup entendre parler. Ben écoute, je te remercie Jérôme pour ce premier épisode de l'année de Podium. Donc on finit avec ce top 3 et on se retrouve très vite pour le prochain Podium. À bientôt. Salut.